L'argenterie cliquetait contre la porcelaine fine. C'était le rythme d'une suffocation polie. Au bout de la table, Clara Hara était assise, invisible. Elle était reléguée près d'un couloir glacial. Les instructions de sa tante avant le dîner avaient été claires. Souris, mange peu et n'ouvre jamais la bouche. Les riches invités plaisantaient. Leur voix n'était qu'un brouhaha de mots d'esprit et de flatteries superficielles, toutes destinées à un seul homme. Mais quand la pièce est soudainement devenue silencieuse, Clara Ha a levé les yeux. Le duc de Westphal la fixait droit dans les yeux. Il ne voulait pas de leur flatterie. Il voulait son avis. La salle à manger de la maison Danvers était une boîte étouffante, un mélange de culpabilité et d'acajou. La chaleur émanait des chandeliers imposants. Elle se mélangeait à l'odeur lourde du mouton rôti et au parfum entêtant de lavande des femmes assises au centre de la table. Clara Ashdown était assise à l'extrémité de tout cela. Sa chaise était placée exactement là où la chaleur du foyer s'éteignait, et là où commençait le froid du couloir des domestiques. Chaque fois que la lourde porte en chêne s'ouvrait pour laisser passer un valet portant une soupière en argent, un courant d'air froid lui frappait la nuque. Elle ne frissonnait pas. Frissonner attirait l'attention. Attirer l'attention était le moyen le plus rapide de se faire renvoyer de la maison. Elle portait une robe qui avait appartenu à sa cousine Louisa. C'était un jaune pâle et insipide qui ternissait le teint de Clara. Le corsage avait été repris à la hâte. Les coutures lui rentraient dans les côtes à chaque respiration superficielle. Mais elle supportait l'inconfort avec le stoïcisme exercé d'une personne à charge. Depuis que la mort de son père l'avait laissée sans le sou il y a 3 ans, Clara avait appris une chose. Sa survie dépendait de sa capacité à se fondre dans le décor. Ce soir, le décor devait être particulièrement silencieux. Le duc de Westphal avait accepté une invitation à dîner. Henry Cavendish était un homme dont la richesse n'avait d'égal que son manque de patience notoire. Il ne fréquentait pas les domaines de campagne hors saison. Il ne supportait pas les imbéciles. Pourtant, il était là, assis à la droite de la tante de Clara Hara, Lady Agatha Danvers. Il picorait méthodiquement un morceau de poisson, tandis que toute la table vibrait du besoin désespéré de l'impressionner. Clara Hara l'observait sous ses cils. Elle s'était attendue à un tyran, un aristocrate bouffi au visage rouge et au rire bruyant. Au lieu de cela, le duc de Westphal avait l'air profondément fatigué. C'était un homme grand, aux épaules larges, mais sa posture n'avait pas la raideur guindée des autres messieurs. Ses cheveux sombres étaient brossés en arrière, légèrement grisonnants aux tempes. Son visage était creusé de rides profondes et dures qui parlaient de longues heures et de peu de sommeil. Il portait un manteau sombre, dépourvu des broderies ostentatoires que Lord Danvers affectionnait. Il ne ressemblait pas à un homme profitant d'un festin. Il ressemblait à un homme subissant un siège. « Votre grâce est trop généreuse envers les tenanciers », disait M. Horace Finch. Il se penchait si loin sur son bol de soupe que sa cravate menaçait de tremper dans le bouillon. Finch était un magistrat local, un homme qui possédait un petit lopin de terre et une grande cruauté. Je l'ai toujours dit, vous donnez un nouveau toit aux classes inférieures, et elles se plaignent simplement des courants d'air. La fermeté, c'est ce qu'elles respectent. Clara gardait les yeux rivés sur son assiette. Un muscle de sa mâchoire se contracta. Elle connaissait la réalité de la fermeté de Finch. Elle avait traversé le village la semaine dernière. Elle avait vu le chaume effondré des chaumières que Finch refusait de réparer. Elle avait vu des enfants dont la poitrine râlait à cause de l'humidité. Lady Danvers se mit à rire, un son aigu et cassant. « Oh, Monsieur Finch, vous êtes terriblement dur, mais je suppose qu'il faut être pratique. Qu'en pense votre grâce ?» Le duc posa lentement sa cuillère. Le léger cliquetis a résonné comme un coup de marteau de juge. La table est devenue instantanément silencieuse. « Je pense, Lady Danvers, » dit Henry, sa voix basse, rauque et totalement dépourvue d'amusement, que la praticité est souvent une excuse commode pour la négligence. Un silence tendu et gênant s'abattit sur l'argenterie et le cristal. Finch rougit, son cou devenant rouge marbré. Le sourire de Lady Danvers se figea sur son visage. Clara se mordit l'intérieur de la joue pour ne pas sourire. C'était une petite victoire mesquine. Mais voir sa tante oppressive et le magistrat arrogant se tortiller lui apporta une brève chaleur vive dans la poitrine.
Elle a levé les yeux une fraction de seconde pour observer l'humiliation de Finch. Dans cette fraction de seconde, ses yeux ont rencontré ceux du duc. Il regardait le long de la table, par-delà les arrangements floraux imposants, par-delà les gobelets de cristal. Droit dans l'ombre où elle était assise, Clara se figea. Son cœur cogna soudainement et douloureusement contre ses côtes. Elle baissa immédiatement les yeux sur son mouton froid, ses mains se crispant sur ses genoux. Invisible, restée invisible, mais elle pouvait sentir le poids de son regard. Il semblait plus lourd que l'air étouffant de la pièce. Le dîner s'est éternisé jusqu'au deuxième plat. Le valet débarrassa la soupe et apporta du faisan rôti nappé d'une sauce au vin épaisse. Le bref moment de tension causé par la réprimande du duc avait été frénétiquement balayé sous le tapis par Lord Danvers. Il orienta la conversation vers les eaux plus sûres de la politique londonienne et les dernières absurdités du Parlement. Clara mâchait sa nourriture mécaniquement. Elle avait faim, mais manger trop lui attirerait une vive réprimande de sa tante plus tard. Une personne à charge ne doit pas paraître gourmande, lui avait sermonné Lady Danvers. Sous-entend que nous ne vous nourrissons pas assez bien, ce qui est une insulte à ma charité. Alors Clara coupait sa viande en morceaux minuscules et les déplaçait dans son assiette. La conversation autour d'elle était une chambre d'écho étourdissante. Quelle que soit l'opinion du duc, la table l'adoptait immédiatement et la lui répétait comme un perroquet, amplifié et dépouillé de toute nuance. Quand il a mentionné que les routes du Nord se détérioraient, Lord Danvers a passé 10 minutes à condamner bruyamment les géomètres locaux. Quand le duc a noté calmement que la récente taxe sur le blé mettait à rude épreuve la classe ouvrière, 3 hommes différents se sont bousculés pour exprimer leur soudaine et profonde préoccupation pour les pauvres boulangers de Londres. C'était écœurant. Clara observait le visage du duc. Il se renfermait. Le masque poli restait, mais la lumière dans ses yeux sombres s'estompait à chaque commentaire sycophante. C'était un homme mourant de soif, au milieu d'un océan d'eau salée. Il était peut-être venu ici à la recherche d'une conversation authentique, ou du moins d'une compagnie honnête. Il avait trouvé un miroir, ne reflétant que son propre statut. C'est une question complexe, bien sûr. Monsieur Finch intervint à nouveau, s'étant remis de sa précédente correction. Il essuya son menton graisseux avec une serviette en lin. Les nouvelles batteuses, on dit que les ouvriers menacent de les casser. Des ludites, voilà ce qu'ils sont. Ils ne comprennent pas le progrès. Ils ne voient pas que remplacer le travail manuel est bon pour l'économie. Bon pour l'économie de qui, Finch? Demanda doucement le duc. Il posa son menton sur ses doigts, sa nourriture à peine touchée. Mais pour la nation, votre grâce. Si une ferme peut produire 2 fois plus de céréales avec la moitié des hommes, le prix du pain doit baisser. Ce sont de simples mathématiques. Finch regarda autour de la table, rayonnant, cherchant une validation. Lord Danvers hocha la tête d'un air sage. Clara laissa échapper un souffle. Ce n'était pas un soupir. C'était à peine un souffle d'air par le nez, une réaction physique silencieuse et involontaire à la pure et dangereuse stupidité de la déclaration de Finch. Le prix du pain n'avait pas baissé. Les propriétaires des machines gardaient le surplus de profit, tandis que les hommes qui battaient le blé à la main étaient chassés de leurs chaumières. Sans salaire pour acheter le pain, quel que soit son prix. Ce n'était pas de simple mathématiques, c'était la famine. Le son qu'elle a produit était si faible qu'il n'aurait pas dû être entendu par-dessus le cliquetis de l'argenterie et le crépitement du foyer. Mais la tête du duc s'est tournée brusquement vers elle. Clara s'est raidie. Elle ne leva pas les yeux, mais elle savait qu'il la regardait à nouveau. Sa nuque picotait. Le courant d'air froid de la porte des domestiques la frappa, mais elle avait bien trop chaud. « Vous n'êtes pas d'accord, monsieur Finch, » dit le duc, sa voix portant clairement le long de la table. Mais il ne regardait pas Finch. Finch cligna des yeux, confus. « Je sais, votre grâce. Je suis en faveur des machines. Je disais simplement, je ne parlais pas à vous, » l'interrompit Henry. Son ton n'était pas fort, mais il a tranché la pièce comme une lame physique. Le cliquetis de l'argenterie cessa. Un par un, les invités tournèrent la tête, suivant le regard du duc. Ils regardèrent par-delà les centres de table, par-delà les riches propriétaires terriens et leurs épouses scintillantes. Jusqu'aux ombres au bout de la table, ils regardèrent Clara. Le visage de Lady Danvers devint rigide. Ses yeux passèrent du duc à sa nièce, la panique s'emparant d'elle. Une personne à charge n'était pas censée être remarquée. Une personne à charge
n'était certainement pas censé interrompre le duc de Westphal. « Votre grâce, dit Lady Danvers, sa voix dégoulinant d'une douceur artificielle. Ce n'est que ma nièce, Clara. Elle est, eh bien, elle n'est pas habituée à la société. C'est une fille tranquille. Elle ne connaît rien à ces questions. Maintenant, concernant la récolte. Je n'ai pas posé de questions sur la récolte, Lady Danvers, dit le duc. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. J'ai demandé ce qu'elle pensait des simples mathématiques de M. Finch. Le silence dans la salle à manger devint absolu. Ce n'était plus le silence poli et attentif des gens attendant de flatter un supérieur. C'était le silence horrifié et haletant d'une société témoin d'une violation de ses règles fondamentales. Clara leva les yeux. Sa tante la fusillait du regard, une promesse silencieuse et venimeuse de représailles brûlant dans ses yeux. « Reste silencieuse !» hurlait le regard. « Dis que tu ne sais rien. Excuse-toi. » Si Clara humiliait la famille devant le duc, elle serait à la rue dès le lendemain matin. Elle n'avait nulle part où aller, pas d'argent, pas d'amis qui pourraient l'accueillir. Elle regarda au-delà du visage terrifié et furieux de sa tante. Elle regarda le duc. Henry Cavendish était assis, parfaitement immobile, l'observant. Il n'y avait pas de pitié dans ses yeux. Il n'y avait pas d'encouragement doux. Il n'y avait qu'une intelligence vive et pénétrante. Il avait vu ses réactions silencieuses. Il avait reconnu le cynisme dans sa posture, la retenue dans ses mains. Il lui offrait la parole. Mais il n'allait pas la sauver si elle se ridiculisait. Clara posa son couteau et sa fourchette sur l'assiette en porcelaine, le métal racla légèrement. Elle croisa les mains sur ses genoux pour cacher leur tremblement. « Vous souhaitez connaître mon avis sur les mathématiques de M. Finch, votre grâce ?» La voix de Clara était légèrement rauque à force de ne pas être utilisée. Elle n'avait pas prononcé un seul mot depuis le service du premier plat. « Oui, » répondit le duc. « Clara, s'il vous plaît, » siffla Lady Danvers, un murmure désespéré destiné uniquement à elle. « Ne soyez pas absurde. » Clara ignora sa tante. Elle garda les yeux rivés sur le duc. Si elle devait ruiner sa vie ce soir, elle ne le ferait pas en fixant le sol. « Les mathématiques de M. Finch sont techniquement correctes, » dit Clara d'un ton égal. Sa voix gagna en force à mesure qu'elle parlait, trouvant un rythme stable et calme. Si une machine remplace 20 hommes, la production augmente, mais son équation est incomplète. Finch ricana bruyamment. Incomplète? Je vous assure, jeune femme. Laissez-la parler, ordonna le duc, sans rompre le contact visuel avec Clara. Clara déglutit difficilement. L'équation ne tient pas compte des variables. Quand 20 hommes sont renvoyés des champs, 20 familles perdent leur salaire. Le prix du pain pourrait chuter à 1 sou la miche, monsieur Finch. Mais un homme sans salaire ne peut pas se permettre 1 sou. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne laissa aucune émotion transparaître dans son ton. Elle parlait avec la clarté froide et dure de quelqu'un qui avait veillé au chevet d'enfants toussant dans des pièces non chauffées. De plus, continua Clara, les mots coulant maintenant librement. Ces hommes déplacés ne disparaissent pas simplement. Ils doivent aller quelque part. Ils s'entassent dans les hospices paroissiaux, qui sont financés par les taxes locales pour les pauvres. Les taxes pour les pauvres sont payées par les propriétaires terriens. Donc le propriétaire économise de l'argent sur les salaires en achetant une machine, seulement pour le rembourser en impôts afin d'empêcher les hommes affamés de se révolter. Ce n'est pas le progrès, votre grâce. C'est simplement déplacer les comptes d'une colonne à l'autre, tout en brisant le dos des hommes au milieu. La pièce était si silencieuse que le sifflement d'une bûche se fendant dans la cheminée a sonné comme un coup de feu. La bouche de M. Finch s'ouvrait et se fermait comme celle d'une truite hors de l'eau, mais aucun son n'en sortait. Lord Danvers avait l'air sur le point de s'évanouir. Lady Danvers était devenue complètement pâle, ses mains agrippant le bord de la table si fort que ses jointures étaient blanches. Clara se rassit sur sa chaise. Son cœur battait frénétiquement contre les confins étroits de sa robe retouchée, mais son visage restait impassible. Elle l'avait fait. Elle avait parlé. Elle avait probablement détruit son propre avenir pour quelques phrases de vérité. Le duc de Westphal ne sourit pas. Il n'applaudit pas. Il n'offrit pas de compliments condescendants sur son intelligence. Au lieu de cela, il prit son verre de vin. Il le tint par le pied, fixant le liquide rouge sombre pendant un long moment. Puis il regarda de nouveau Clara. Les rides plus lourdes et fatiguées autour de ses yeux semblaient s'être un peu atténuées. L'ennui profond,
qui avait alourdi sa posture toute la soirée, avait disparu. « Les comtes » murmura le duc, comme pour tester l'expression. Il regarda Finch, qui tressaillit. Puis, il regarda Lord Danvers. « Il semble, messieurs, que la seule personne à cette table qui comprenne le coût réel de vos terres est celle qui est assise le plus loin du feu. » Lady Danvers laissa échapper un petit hoquet étranglé. Le duc reporta son attention sur Clara. La concentration intense de son regard lui coupa le souffle. « Dites-moi, mademoiselle Ashdown, dit-il, et le fait qu'il connaisse son nom de famille envoya une onde de choc dans la pièce. Si les comptes sont déséquilibrés, comment les équilibreriez-vous? Clara le regarda. La terrifiante prise de conscience s'imposa à elle. Il ne se divertissait pas seulement, il lui posait réellement la question. Dans une pièce pleine d'hommes puissants, on lui avait dit de se taire. Mais le duc venait de lui tendre le couteau, et il attendait de voir jusqu'où elle était prête à couper. Le reste du dîner se déroula dans un état d'animation suspendu. Le duc de Westphal ne posa pas d'autres questions à Clara, ni ne s'adressa à M. Finch pour le reste de la soirée. Il mangea ses plats restants avec une efficacité mécanique, offrit des réponses polies et vides aux tentatives désespérées de conversation de Lord Danvers. Et il partit, avant même que le plateau de thé ne soit assemblé dans le salon. Les lourdes portes d'entrée de la maison Danvers claquèrent derrière lui. L'écho résonna dans le foyer. Puis la tempête a éclaté. À l'étage, Lady Danvers ne cria pas. Elle n'en avait pas besoin. Le seul mot était chargé de suffisamment de venin pour décaper le vernis de la rampe en acajou. Clara se tenait dans le couloir, les mains jointes devant elle. Elle ne discuta pas. Elle se tourna et monta le grand escalier, sentant le regard brûlant de son oncle et de sa cousine dans son dos. Elle garda le dos droit. Si elle devait être jetée dans la boue hivernale, elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir se recroqueviller. La porte de la petite chambre mansardée de Clara, sous les combles, venait à peine de se refermer, qu'elle fut de nouveau poussée. Lady Danvers entra. L'espace devint instantanément trop petit pour les jupes de soie amples de la femme plus âgée, et sa rage suffocante. « Espèce de petite insolente, ingrate et misérable », siffla Lady Danvers. Elle ferma la porte derrière elle, s'assurant que les domestiques qui traînaient dans les couloirs de service n'entendraient pas. « Je vous ai recueilli. Je vous ai vêtu quand votre père ne vous a laissé que des dettes. Je vous ai dit de vous taire. »« C'est vrai, ma tante, » dit doucement Clara. « Je m'excuse. »« Vous vous excusez. » Lady Danvers s'avança, sa voix tremblant d'une violence à peine contenue. « Vous avez humilié Monsieur Finch. Vous avez humilié votre oncle. Vous avez donné l'impression que nous hébergions une radicale sous notre toit. Le duc va probablement couper tous les liens avec cette maison. » Lord Danvers comptait sur son investissement dans le nouveau canal. Clara regarda le papier peint qui s'écaillait derrière la tête de sa tante. Le duc m'a posé une question directe. Et vous étiez censé jouer l'idiote. Lady Danvers frappa sa main contre la petite table de toilette en bois. La cruche en céramique cliquetta brusquement dans sa cuvette. Vous êtes une personne à charge, Clara. Vous n'avez pas de dot. Vous n'avez aucune perspective. Vous n'avez pas le droit d'avoir une opinion. Vous existez ici parce que je le permets. Comprenez-vous? Oui. C'était une syllabe plate et morte. Clara le comprenait parfaitement. Elle l'avait compris chaque jour pendant 3 ans. Faites vos bagages, cracha Lady Danvers en se tournant vers la porte. Je ne veux pas d'une gamine subversive et en quête d'attention qui ruine les chances de ma fille en société. J'enverrai un mot au vicaire demain matin. Peut-être connaît-il un poste de gouvernante dans une paroisse reculée. Car vous ne resterez pas une nuit de plus sous mon toit après-demain. La porte se referma. Le verrou ne tourna pas. Il n'y avait pas de verrou, mais la finalité du son piégea Clara tout de même. Elle resta longtemps debout au centre de la pièce glaciale. La seule bougie sur sa table de chevet vacillait, projetant de longues ombres erratiques sur le plafond incliné. Elle était terrifiée. Un poste de gouvernante sans une forte recommandation était presque impossible à obtenir. Elle faisait face à la perspective très réelle de l'hospice qu'elle venait de défendre. Une angoisse froide lui serra l'estomac, lourde et nauséabonde. Pourtant, sous la terreur, une minuscule étincelle d'adrénaline, une trahison, subsistait. Elle avait parlé. Pendant 5 minutes, elle n'avait pas été un fantôme. Elle avait été une personne avec une voix, et un duc avait écouté. C'était un maigre feu pour se réchauffer, alors qu'elle gelait à mort. Mais il était à elle.
Clara tira sa malle en cuir cabossé de sous le lit étroit. Elle commença à plier ses quelques robes simples. Elle ne pleura pas. Pleurer était un luxe pour les femmes qui avaient quelqu'un pour les réconforter. L'aube s'est levée, grise et amère. Clara était assise sur le bord de sa malle, entièrement vêtue de sa lourde pèlerine de laine, attendant d'être convoquée pour être jetée dehors. La maison commença à s'éveiller. Les planchers craquaient. Les domestiques se dépêchaient dans les escaliers de service. À 8 heures, des pas lourds se sont approchés de sa porte. Elle s'ouvrit pour révéler Madame Higgins, la gouvernante, l'air complètement déconcerté. « Mademoiselle Clara » dit la femme plus âgée, en s'essuyant les mains sur son tablier. « Vous devez descendre au salon du matin immédiatement. » Clara se leva. Elle prit son petit réticule. C'était donc ça, le renvoi final. Elle descendit les 3 étages. La maison semblait différente ce matin. Les domestiques étaient trop silencieux, l'observant du coin de l'œil. Quand elle atteignit le salon du matin, elle trouva Lord et Lady Danvers assis à la table du petit déjeuner. Aucun d'eux ne mangeait. Entre eux, reposant sur un plateau d'argent, se trouvait une épaisse enveloppe portant un lourd seau de cire. Lady Danvers regarda Clara. La haine pure et sans mélange de la nuit précédente avait été remplacée par une confusion écœurante et désespérée. « Asseyez-vous, Clara, » dit Lord Danvers. Il s'éclaircit la gorge. Il regarda la lettre, puis Clara, comme s'il essayait de résoudre une énigme complexe. Un cavalier est arrivé de l'abbaye de Westfall il y a 1 heure. Clara resta debout. « Dois-je partir avant ou après le petit déjeuner, mon oncle ?» Lord Danvers tressaillit. La bouche de Lady Danvers se serra en une fine ligne blanche. « Vous ne partez pas, » dit Lord Danvers. Il prit le lourd parchemin crème. « Le duc de Westfall a demandé notre présence à l'abbaye cet après-midi. Il souhaite me montrer le nouveau système de drainage qu'il a mis en place sur les champs inférieurs. » Lord Danvers fit une pause, le papier tremblant légèrement dans sa main. Il a explicitement précisé que l'invitation s'étendait à vous. Clara cessa de respirer. « Moi » demanda-t-elle. « Il a écrit, » lut Lord Danvers d'une voix tendue, qu'il trouvait la compréhension de Mademoiselle Ashdown, de l'économie domaniale, remarquablement claire. Et il souhaite entendre son évaluation des rendements des nouvelles terres marécageuses. Le silence dans le salon du matin était absolu. Le grand-père horloge dans le coin battait avec une régularité assourdissante. Lady Danvers fixait Clara. La réalité de la situation s'installait sur la table comme une fumée toxique. Il ne pouvait pas jeter Clara dehors. Si le duc arrivait et trouvait la jeune fille qu'il avait spécifiquement invitée partie, l'insulte serait impardonnable. Clara n'était plus seulement une personne à charge. Elle était un lien avec l'homme le plus puissant du comté. « Vous porterez la laine mérinos bleue de Louisa aujourd'hui, » dit Lady Danvers, sa voix tremblant sous l'effort de feindre la civilité. « Et vous ne parlerez que si on vous adresse la parole. Mais vous parlerez, Clara. Suis-je bien comprise ?» Clara regarda le lourd seau de cire sur le plateau d'argent, le blason du duc de Westfall. « Je comprends parfaitement, ma tante, » dit Clara. L'abbaye de Westfall n'était pas une maison chaleureuse. C'était une forteresse construite en pierre sombre et brute. Elle était tapie contre la colline, comme une bête endormie. Il n'y avait pas de jardin d'ornement frivole ici, seulement de vastes étendues de terres agricoles, des forêts sombres et un réseau tentaculaire de fermes de tenanciers. La voiture des Danvers cahota sur la longue allée non pavée. Le ciel était une plaque de fer, menaçant de pleuvoir. Clara était assise en face de sa tante et de son oncle, vêtue de la laine mérinos bleue. Elle lui allait mieux que la robe jaune, mais elle était toujours de seconde main, les poignets légèrement effilochés. Quand ils arrivèrent, le duc n'attendait pas dans un salon doré. Une valet les dirigea sur le côté de la maison, vers les écuries. Henry Cavendish se tenait dans la cour boueuse, entouré de chiens. Il portait de hautes bottes d'équitation en cuir, couvertes d'une épaisse couche de terre humide, un lourd manteau de laine et pas de chapeau. Il parlait à un homme qui ressemblait à un régisseur, pointant un registre dans les mains de l'homme. Lord Danvers se précipita, ses propres bottes polies s'enfonçant immédiatement dans la boue. « Votre grâce, une matinée fraîche pour cela. Nous sommes honorés par l'invitation. » Henry se tourna. Il congédia le régisseur d'un signe de tête et regarda le groupe qui approchait. Ses yeux passèrent complètement sur Lord Danvers et se posèrent sur Clara. « Mademoiselle Ashdown, » dit Henry. « Votre grâce,
répondit Clara, en faisant une révérence parfaitement mesurée. Lady Danvers planait, une présence nerveuse et flottante. Nous sommes entièrement à votre disposition, votre grâce, bien que je craigne que la boue ne soit un peu trop pour les dames. Peut-être que Clara et moi devrions attendre à l'intérieur pendant que vous et mon mari. J'ai fait venir mademoiselle Ashdown pour examiner un marécage, Lady Danvers. Je suppose qu'elle n'est pas en sucre, interrompit doucement Henry. Il regarda les bottes simples et robustes de Clara. N'est-ce pas? J'ai déjà survécu au temps humide. Votre grâce, dit Clara, d'un ton égal. Bien. Henry se tourna vers Lord Danvers. Mon régisseur vous montrera les pompes de drainage dans le champ nord, Danvers. C'est une démonstration technique. Mademoiselle Ashdown et moi marcherons le long du périmètre sud. Nous nous retrouverons pour le thé dans 2 heures. Lord Danvers ouvrit la bouche, la referma et hocha la tête frénétiquement. Il poussa pratiquement sa femme vers la maison principale, avant de se dépêcher après le régisseur. Clara se retrouva seule dans la cour boueuse avec le duc de Westphal. « Marchez avec moi », dit Henry. Il ne lui offrit pas son bras. Il se tourna simplement et commença à marcher sur un chemin défoncé qui s'éloignait de l'abbaye et menait vers l'étendue de champs gris. Clara suivit. Elle dut allonger le pas pour le suivre. Le silence s'étira entre eux, rompu seulement par le bruit de leurs bottes dans la boue et l'aboiement lointain des chiens. « Votre tante allait vous mettre à la porte », a déclaré Henry. Ce n'était pas une question. Clara regarda son profil. Sa mâchoire était serrée, ses yeux fixés sur l'horizon. C'est exact. Je suppose que ma lettre l'en a empêché. Elle l'a retardé, corrigea Clara. Une fois que vous quitterez le comté, je serai envoyé dans un presbytère du Yorkshire pour apprendre à des enfants indisciplinés à conjuguer des verbes latins. Henry laissa échapper un souffle court et dur qui aurait pu être un rire. Vous pensez que je joue à un jeu avec vous, mademoiselle Ashdown? Un bref amusement pour rompre la monotonie de la campagne. N'est-ce pas le cas? Demanda Clara. Elle n'avait pas l'énergie de faire semblant aujourd'hui. L'épuisement de la nuit précédente avait balayé sa prudence habituelle. Vous êtes un duc, vous vous êtes entouré de sycophantes hier soir, et quand vous vous êtes lassé de leur flatterie, vous m'avez utilisé comme un instrument contondant pour les frapper. C'était efficace, mais ne prétendons pas que c'était un acte de charité. Henry s'arrêta de marcher. Il se tourna pour lui faire face. Le vent fouettait son manteau sombre autour de ses jambes. De près, à la dure lumière du jour, les rides de fatigue sur son visage étaient encore plus prononcées. Il ressemblait à un homme portant un poids physique. Ce n'était pas de la charité, admit Henry, sa voix s'abaissant. C'était du désespoir. Savez-vous ce que c'est, mademoiselle Ashdown, de passer sa vie entourée de gens qui conviendraient que le ciel est vert si vous le disiez assez fort? Finch brûlerait les maisons de ses propres tenanciers s'il pensait que cela lui vaudrait un signe de tête de ma part. Alors ne lui faites pas de signe de tête, dit Clara sans détour. Je ne le fais pas, mais il continue d'essayer. Henry regarda les champs boueux et désolés. Je possède 60 000 acres. 3 000 personnes dépendent de cette terre pour leur survie. Si je fais une erreur, si je me trompe dans une rotation de culture, ou si j'investis dans les mauvaises machines, je ne manque pas un repas. Mes tenanciers meurent de faim. Et les hommes qui me conseillent, les hommes qui gèrent les lois locales, comme votre oncle Finch, ils s'en moquent. Il ne regarde que les comptes. Il se tourna de nouveau vers elle, ses yeux sombres et intenses la clouant sur place. Hier soir, vous étiez la seule personne dans cette pièce qui a regardé les chiffres et a vu le sang. Vous avez vu la réalité derrière les chiffres. Je ne vous ai pas invité ici aujourd'hui pour m'amuser. Je vous ai invité ici parce que j'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de la boue. Clara le fixa. Le vent froid lui mordait les joues. Mais elle sentit une chaleur soudaine et vive dans sa poitrine. Il ne la traitait pas avec condescendance. Il exposait le mécanisme brut et laid de sa propre vie et lui demandait de le regarder. « Montrez-moi », dit Clara, sa voix stable. Henry hocha la tête. Ils reprirent leur marche. Il l'emmena au bord du marécage nouvellement drainé. Il ne parla pas de poésie ou du temps. Il parla de la composition du sol, du coût des tuyaux en argile par rapport au bois, du rendement exact requis pour que les fermiers puissent payer leur loyer et avoir encore assez de céréales pour survivre à l'hiver. Clara écoutait. Quand elle voyait une faille dans sa logique, elle la signalait.
Quand il citait un chiffre qui semblait trop optimiste concernant le travail manuel requis pour nettoyer les fossés, elle le corrigeait en se basant sur ce qu'elle avait vu les hommes locaux endurer. Ils se tenaient près d'une tranchée boueuse, se disputant sur le taux de dépréciation d'une pompe à vapeur. Le vent hurlait autour d'eux. Les cheveux de Clarara se détachaient de leurs épingles, fouettant son visage. L'ourlet de la robe bleue de Louisa était couvert d'une épaisse boue grise. Elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. « Vous calculez la dépréciation de manière trop agressive », dit Clara, pointant un doigt ganté vers la tranchée. « L'eau ici est lourde de limon. Les vannes se boucheront 2 fois plus vite que ce que prétend le fabricant. Si vous ne tenez pas compte du coût d'un mécanicien pour les nettoyer tous les 3 mois, toute votre marge bénéficiaire pour la récolte d'orge disparaît. » Henri fixa la tranchée. Il passa une main dans ses cheveux décoiffés. « Du limon, marmonna-t-il. » Il regarda Clarara, une lente et véritable prise de conscience se dessinant sur son visage. Le fabricant m'avait assuré que les filtres tiendraient. Le fabricant vit à Londres et teste ses machines dans de l'eau propre, dit sèchement Clarara. Henry la regarda pour la première fois depuis qu'il l'avait vue à la table du dîner. La ligne serrée et cynique de sa bouche s'adoucit. L'ombre d'un sourire toucha ses lèvres. Cela transforma complètement son visage, balayant la dureté et révélant quelque chose d'étonnamment humain. « Vous êtes une comptable très impitoyable, mademoiselle Ashdown, dit-il. La pauvreté rend impitoyable, votre grâce. Elle ne laisse aucune place à l'optimisme. Henry, dit-il doucement. Clarara cligna des yeux, prise au dépourvu. Pardon? Mon prénom. Si nous devons nous disputer sur la mécanique des pompes à vapeur dans un marécage gelé, autant que vous utilisiez mon prénom. Clarara le regarda, sentant la réalité solide et dangereuse de l'homme qui se tenait devant elle. Il offrait une intimité qu'elle n'avait aucun droit d'accepter. Une personne à charge n'utilisait pas le prénom d'un duc. C'était une ligne qui, une fois franchie, ne pouvait jamais être défranchie. « Je pense, votre grâce, dit Clarara prudemment, en soutenant son regard, que nous devrions retourner à la maison. Ma tante va faire une crise d'apoplexie en voyant l'état de mon ourlet. » Le sourire d'Henri s'effaça, remplacé par ce regard familier et perçant de compréhension. Il savait exactement ce qu'elle faisait. Il savait qu'elle reconstruisait le mur qu'il venait d'essayer d'abattre. « Bien sûr, mademoiselle Ashdown, dit-il. » Il se tourna et fit un geste en direction de la vaste abbaye de pierre. « Allons apaiser votre tante. » La maison Danvers a subi une transformation violente et terrifiante au cours des 2 semaines suivantes. Clarara n'était plus un fantôme. Elle était devenue le bien le plus précieux de la maison. L'hostilité précédente de Lady Danvers disparut, remplacée par une affection suffocante et mielleuse qui donnait la chair de poule à Clarara. Soudain, il y avait un feu dans la chambre mansardée de Clarara chaque soir. Soudain, une couturière fut convoquée pour retoucher 3 des plus belles robes de Louisa pour que Clarara les porte. Au dîner, Clarara fut déplacée du bout de la table glaciale à un siège directement en face de sa tante. Là, elle était forcée de subir d'interminables conversations inquisitrices sur ses interactions avec le duc. « A-t-il de nouveau mentionné l'investissement dans le canal, ma chère ?» demanda Lady Danvers au petit-déjeuner, poussant une assiette de toast beurré vers Clarara. Son sourire était cassant, un masque de sollicitude maternelle tendu sur l'avarice. « Votre oncle est si désireux d'assurer sa part avant que le duc ne retourne à Londres. Il n'a pas mentionné le canal, ma tante, » répondit Clarara, prenant une petite bouchée du toast. Il avait un goût de cendre. « Eh bien, vous devez en parler la prochaine fois, » intervint Lord Danvers, sans lever les yeux de son journal. Subtilement, bien sûr. Vous avez le sens des chiffres, Clarara. Soulignez les avantages logistiques de la route sud. Elle passe directement par ma propriété. Clarara posa son toast. Il le transformait en intermédiaire. Il voyait l'intérêt d'Henri pour son intellect, non pas comme une marque de respect, mais comme une faiblesse à exploiter. « Je ne suis pas sa conseillère, mon oncle, » dit Clarara. « Je ne suis qu'une oreille attentive. Il parle. J'écoute. »« N'importe quoi, » dit sèchement Lady Danvers. « Il a envoyé sa voiture pour vous 2 fois cette semaine. Il vous a emmené à cheval au vieux moulin. Un duc ne passe pas autant de temps avec une orpheline sans le sou simplement pour s'entendre parler. Il est captivé par vous, Clarara. C'est très peu orthodoxe, mais nous devons être pragmatiques. » Lady Danvers se pencha, baissant la voix. « Vous avez un devoir envers cette famille. Nous vous avons recueilli.
Il est maintenant temps pour vous de rembourser cette dette. Retenez son attention, assurez-vous de sa faveur, et veillez à ce que, lorsqu'il signera les contrats du canal, le nom des Danvers soit en haut de la liste. Clara O'Hara sentit une froide nausée lui monter à la gorge. Le petit espace fragile qu'elle s'était créé avec Henry, les disputes sur la boue et les machines, les rares moments de calme où il la regardait sans l'armure de son titre, tout était empoisonné par la cupidité de sa famille. Si Henry réalisait qu'elle était utilisée comme porte-parole pour remplir les poches de son oncle, le respect qu'il lui avait montré disparaîtrait. Il la verrait comme il voyait Finch, une sycophante avec un agenda. Ce soir-là, les Danvers organisaient une petite partie de cartes. C'était un événement soigneusement orchestré, conçu explicitement pour présenter Clara au duc dans un cadre domestique. Le salon était étouffant de chaleur. Clara était assise à une petite table recouverte de baises, jouant au whist avec M. Finch, Louisa et un écuyer local. Elle portait une robe de velours vert foncé nouvellement retouchée. Elle était magnifique, mais elle la sentait comme une lourde chaîne autour de son cou. Henry arriva en retard. Il entra dans la pièce, dominant instantanément l'espace. Il navigua à travers les conversations avides des autres invités, avec une politesse létale et exercée. Ses yeux balayaient la pièce jusqu'à ce qu'il trouve Clara. Quand il s'approcha de sa table, les trois autres joueurs se raidirent immédiatement. « Une mauvaise main, mademoiselle Ashdown ?» demanda Henry, debout derrière sa chaise. « Une main terrible, votre grâce » dit Clara, fixant les cartes inutiles dans sa main. « Mace, il faut jouer les cartes que l'on a en main. » Finch gloussa nerveusement. « Mademoiselle Ashdown est trop modeste. Elle a un esprit vif pour le jeu. » Henry regarda Finch. La chaleur dans les yeux du duc s'éteignit instantanément. « J'en suis sûr, monsieur Finch. » « Je trouve que la survie exige souvent un esprit vif. » Il reporta son attention sur Clara. « Marchez avec moi jusqu'à la terrasse, mademoiselle Ashdown. L'air ici est insupportable. » C'était un ordre, pas une demande. Clara posa ses cartes. Toute la pièce se tut alors qu'elle se levait. Elle pouvait sentir les yeux de sa tante lui brûler le dos, un cri silencieux pour mentionner le canal. Clara suivit Henry à travers les portes-fenêtres jusqu'à la terrasse en pierre. L'air de la nuit était glacial, un choc vif et pur pour le système. La porte se referma derrière eux, étouffant le bavardage du salon. Henry se dirigea vers la balustrade en pierre et s'y appuya, regardant les jardins sombres et tentaculaires. Il sortit un étui à cigare en argent de sa poche, fit une pause et la regarda pour obtenir sa permission. « Je vous en prie, » dit Clara, en s'enlaçant pour se protéger du froid. Il alluma le cigare. Le bout rougeoya dans l'obscurité, illuminant les traits durs et épuisés de son visage. Il tira une lente bouffée et expira un panache de fumée pâle. « Ils vous ont paré, » dit doucement Henry, sans la regarder. Clara baissa les yeux sur le lourd velours vert. « Ma tante trouvait que ma garde-robe précédente laissait à désirer. Votre tante est une opportuniste. » Il tourna la tête, ses yeux sombres se fixant sur les siens. « Qu'est-ce qu'elle vous a demandé de m'obtenir ce soir? De l'argent? Des terres? Une promesse pour le canal ?» Clara se figia, le souffle coupé. Elle aurait dû savoir qu'il verrait clair dans son jeu. Un homme qui avait passé sa vie à éviter les pièges savait exactement à quoi ressemblait un appât. Elle n'a rien demandé, mentit doucement Clara. Sa voix était stable, mais ses mains tremblaient légèrement. Elle les cacha dans les plis de sa jupe. Henry s'approcha d'elle. L'odeur d'air froid, de laine et de tabac l'entoura. Il était trop grand, trop imposant, et soudain trop proche. « Ne me mentez pas, Clara, » dit-il. L'utilisation de son prénom l'a frappé comme un coup physique. Ce n'était pas une invitation cette fois, c'était une exigence d'honnêteté. J'ai vu Lord Danvers vous pousser vers moi dès que je suis entré. J'ai vu la façon dont vous regardiez ces cartes. Vous aviez l'air d'une prisonnière attendant le bourreau. Dites-moi ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent n'a pas d'importance, dit Clara, sa voix s'élevant légèrement pour se défendre. Elle recula, heurtant la pierre froide de la balustrade. Parce que je ne vais pas vous le demander. Pourquoi pas? La défia Henry. Il s'approcha de nouveau, la coinçant, son regard implacable. C'est la façon dont le monde fonctionne. Vous avez mon attention. Ils ont un moyen de pression sur vous. Ce sont de simples mathématiques, n'est-ce pas? Exploitez l'atout. Parce que je ne suis pas un atout, lança Clara, la colère faisant enfin craquer sa façade stoïque.
Sa poitrine se souleva. Je suis une personne à charge. Je suis un fardeau. Mais je ne serai pas une mendiante pour eux. Je ne les laisserai pas transformer les seules conversations honnêtes que j'ai eues en 3 ans en une transaction. Alors vous pouvez garder votre canal, vos terres et votre argent. Je n'en veux pas. Henry la fixa. La colère dans ses yeux se dissipa lentement, remplacée par quelque chose de bien plus dangereux. C'était de l'admiration, profonde, silencieuse et inébranlable. Il tendit la main. Clarara tressaillit légèrement, mais il ne la saisit pas. Il écarta doucement une mèche de cheveux rebelles de sa joue glacée. Ses doigts étaient chauds contre sa peau. « Bien, » murmura Henry, sa voix rauque. « Parce que si vous l'aviez demandé, je vous l'aurais donné, et je nous aurais détestés tous les deux pour cela. Le soleil du matin n'a pas percé l'épaisse couche de nuages d'hiver. Il a simplement donné au ciel la couleur du fer meurtri. » Clarara se tenait près de la fenêtre de sa chambre mansardée, regardant un cavalier solitaire soulever une gerbe de boue à moitié gelée en s'éloignant au galop de la maison d'Anvers. Le cavalier portait la livrée vert foncé du duc de Westphal. Il portait une seule lettre. À 9 heures, les cris ont commencé. Ils ont commencé dans la salle du petit déjeuner. La voix de Lord Danvers, habituellement un instrument pompeux et retentissant, utilisé pour intimider les domestiques et les magistrats locaux, se brisa en un ton aigu et flûté de pure panique. Une chaise fut jetée. Du bois se brisa contre le mur en plâtre. Clarara ne bougea pas de sa place près de la fenêtre. Elle savait déjà ce que contenait la lettre. 10 minutes plus tard, des pas lourds et frénétiques martelèrent l'escalier de service. La porte du grenier fut poussée avec une telle force que les charnières en fer grincèrent. Lady Danvers se tenait sur le seuil. Ses cheveux, habituellement coiffés de manière impeccable, s'effilochaient autour de ses oreilles. Son visage était marbré d'une rage apoplectique terrifiante. Dans sa main, elle froissait un morceau de lourd parchemin crème portant le blason de Westphal. « Il est parti » souffla Lady Danvers, les mots s'arrachant de sa gorge. Clarara se tourna lentement. « Parti, ma tante, à Londres. » Lady Danvers entra dans la pièce, donnant un coup de pied dans la petite table de chevet de Clarara. La seule bougie roula sur le plancher. Avant l'aube, sans préavis, sans adieu. Juste une lettre livrée par un palefrenier indiquant qu'après un examen plus approfondi de la logistique, il a décidé de retirer tout capital du projet de Canal Sud. Clarara garda son visage parfaitement impassible. Son cœur, cependant, fit une chute douloureuse et vertigineuse. Il était parti. La compréhension silencieuse sur la terrasse, le frôlement de ses doigts contre sa joue, le dégoût partagé pour les sycophantes. Tout cela avait abouti à son départ soudain. Il avait coupé le cordon. « C'est de ta faute », siffla Lady Danvers en s'avançant sur Clarara. Elle leva la lettre froissée et la secoua au visage de Clarara. « Tu l'as eu seule sur cette terrasse pendant 20 minutes hier soir. Nous t'avons donné la robe. Nous t'avons donné l'opportunité. Et au lieu d'assurer notre avenir, tu l'as insulté. Tu l'as fait fuir. »« Je ne l'ai pas insulté, » dit doucement Clarara, les yeux fixés sur le plâtre qui s'effritait au-dessus de l'épaule de sa tante. « Ne me mens pas, hurla Lady Danvers. Elle a giflé Clarara. Le son claqua comme un fouet dans la petite pièce. La tête de Clarara bascula sur le côté. La peau de sa joue gauche brûlait, une chaleur vive et cuisante qui irradiait le long de sa mâchoire. Elle ne cria pas. Elle ne porta pas la main à son visage. Elle tourna lentement la tête pour regarder sa tante. L'armure cynique et morte qui l'avait maintenue en vie pendant 3 ans se verrouilla fermement en place. Le duc de Westphal prend ses propres décisions financières. « Ma tante », dit Clarara, sa voix totalement dépourvue d'émotion. « Si le canal est un mauvais investissement, il l'a vu dans les comptes. Pas sur mon visage. » Lady Danvers la fixa, la poitrine haletante, la violence de son propre acte la choquant momentanément. Mais le choc fut rapidement englouti par l'ampleur de leur ruine financière. Lord Danvers avait beaucoup emprunté en prévision de l'investissement du duc. Sans cela, les créanciers viendraient frapper à la porte avant le dégel du printemps. « Enlève cette robe », ordonna Lady Danvers, sa voix s'abaissant à un murmure toxique. « Remets tes haillons. Tu ne mangeras plus dans ma salle à manger. Tu ne t'assieras plus près de mon feu. Je vais faire ma malle, » dit Clarara. « Tu feras, tu emballeras ce que tu as apporté dans cette maison il y a 3 ans, et rien de plus. La voiture sera prête dans 1 heure.
Le révérend Croft vous attend dans le Yorkshire pour mardi. Que Dieu ait pitié des malheureux enfants que vous êtes censés instruire, car je n'ai plus aucune pitié pour vous. Lady Danvers se tourna et sortit de la pièce, laissant la porte grande ouverte. Clara se tenait dans le silence glacial. Elle leva la main, pressant 2 doigts froids sur sa joue brûlante. Henry était parti. Il avait vu le piège tendu par sa famille, reconnu l'appât et s'était éloigné. C'était la chose intelligente à faire. C'était la tactique de survie pragmatique et impitoyable d'un homme qui gérait un immense empire. Il ne pouvait pas se permettre de s'attacher à une personne à charge sans le sou entouré de sangsues. Clara tira sa malle en cuir cabossé de sous le lit. Elle plia la fine robe jaune délavée. Elle emballa ses bas de laine, sa seule paire de bottes robustes et un petit exemplaire usé des sonnets de Shakespeare qui avait appartenu à son père. Elle laissa la robe de velours vert drapée au pied du lit. Elle ressemblait à une peau abandonnée. 1 heure plus tard, Clara était assise dans le coin d'un fiacre de location. Le siège était dur, sentant la paille humide et la laine mouillée. Il n'y avait pas de briques chaudes pour ses pieds. Il n'y avait pas de fourrure. Alors que la voiture s'ébranlait, s'éloignant de la maison Danvers, Clara ne regarda pas en arrière. Elle regarda droit devant elle, la route boueuse menant vers le nord. Elle avait équilibré les comptes, comme Henry le lui avait appris. Elle avait dit la vérité, et le prix était son exil. C'était des mathématiques brutales, mais les mathématiques étaient correctes. Le Yorkshire n'était pas un lieu. C'était une condition. Le village d'Oak Haven se trouvait au fond d'une vallée escarpée et sans arbres, perpétuellement dans l'ombre des landes environnantes. Le vent ne soufflait pas ici. Il grattait. Il arrachait les toits de chaume et faisait vibrer les fines vitres des fenêtres à meneaux. Le presbytère du révérend Croft était une sinistre structure de pierre qui semblait suinter une humidité froide de ses murs. Le révérend lui-même était un homme grand et squelettique qui considérait la joie comme une défaillance morale et le confort comme un péché. Il avait une femme lasse et abattue et 4 filles âgées de 7 à 14 ans. Elles étaient totalement indisciplinées, totalement incultes et totalement hostiles à la présence de Clara. Pendant 2 mois, Clara a existé dans un état de survie engourdi. Elle se réveillait à 5 heures du matin pour briser la glace dans sa cuvette. Elle enseignait l'histoire, le français et les mathématiques rudimentaires à 4 filles qui préféraient jeter des encriers sur les murs. Elle mangeait de la bouillie d'avoine claire au petit déjeuner et des légumes racines bouillis au souper. Ses mains, peu habituées au savon de soude agressif utilisé pour le raccommodage, développèrent des engelures rouges et vives qui saignaient lorsqu'elle pliait les doigts. Elle ne se plaignait pas. Il n'y avait personne à qui se plaindre. Au lieu de cela, elle observait. Elle regardait la façon dont le révérend Croft comptait les pièces de cuivre de la boîte des pauvres de la paroisse. Elle regardait la façon dont le boucher local surfacturait le presbytère pour des coupes de moutons de qualité inférieure. Elle voyait l'inefficacité, les petites blessures saignantes dans la maigre économie de la maisonnée. Un soir de fin février, Clara était assise dans le salon glacial, corrigeant de terribles fautes d'orthographe sur des ardoises, à la lumière d'une seule bougie de suif. Le révérend Croft était assis à son bureau de l'autre côté de la pièce, marmonnant avec colère sur son registre. « Le marchand de charbon est un voleur », grommela Croft, en frappant du poing sur le bureau. 3 shillings de plus la tonne que l'hiver dernier. Nous allons geler. Clara ne leva pas les yeux de l'ardoise. « Vous achetez au quintal. » Le révérend Croft la regarda d'un air renfrogné. Il n'aimait pas Clara. Il n'aimait pas son calme et la façon silencieuse et évaluatrice dont elle le regardait. « J'achète ce que je peux me permettre, mademoiselle Ashdown. Nous ne sommes pas des ducs et des seigneurs. Si vous empruntez 2 livres de la réserve paroissiale pour acheter en gros directement à la mine de Sheffield, vous contournez la marge du marchand local, » dit Clara, sa craie grattant méthodiquement contre l'ardoise. « Vous économisez 4 shillings la tonne. Vous remboursez la réserve en 3 mois, et vous avez assez de charbon pour chauffer la salle de classe jusqu'en mars. » Le grattement de la craie cessa. Clara essuya une tache de poussière de son pouce, une douleur sourde lancinant dans ses articulations enflées. Croft la fixa. Il regarda son registre, fit le calcul mental, et son froncement de sourcils s'approfondit en quelque chose qui ressemblait à une admiration suspicieuse. « Qui vous a appris à calculer les tarifs de fret des marchands ?» Clara regarda les braises mourantes dans l'âtre. Le souvenir d'une tranchée boueuse,
d'un ciel gris balayant et d'un grand homme se disputant à propos de pompes à vapeur lui traversa l'esprit. Le souvenir était une douleur physique plus vive que le froid. « Je l'ai appris dans un marécage », dit Clarara d'un ton neutre. Elle se retourna vers l'ardoise. Elle a fait économiser 6 livres au presbytère au cours des 4 semaines suivantes. Elle a rationalisé leurs achats. Elle a renégocié avec le boucher en soulignant ses poids insuffisants avec une logique glaciale et irréfutable. Elle ne le fit pas par affection pour les Croft. Elle le fit pour garder sa propre chambre un peu plus chaude, pour s'assurer que la bouillie soit légèrement plus épaisse. C'était l'application impitoyable des mathématiques pour repousser la misère. Mars arriva, apportant un grésil lourd et battant qui transforma les routes du village en rivières impossibles de boue grise. Clarara était dans la salle de classe un mardi après-midi, essayant de forcer la fille aînée des Croft à conjuguer un verbe français quand un bruit sourd et rythmé retentit par-dessus le rugissement du vent. C'était le son de 16 sabots. Clarara s'arrêta. Les filles se précipitèrent de leurs bancs, se ruant vers la fenêtre étroite qui donnait sur la cour avant. « Une voiture !» cria la plus jeune, en pressant son nez contre la vitre. Une grande voiture avec 4 chevaux. Clarara ne bougea pas. Les grandes voitures ne venaient pas à Oak Haven. Elles ne s'arrêtaient certainement pas au presbytère. C'était probablement un magistrat local dont l'essieu s'était cassé sur la route défoncée. Des pas lourds martelèrent les escaliers. Le révérend Croft fit irruption dans la salle de classe, le visage pâle, son col clérical de travers sur son cou. Il regarda Clarara comme si elle venait de se matérialiser de nulle part. « Mademoiselle Ashdown » balbutia Croft, pointant un doigt tremblant vers la porte. « Vous êtes requise dans le salon immédiatement. » « Y a-t-il encore un problème avec le comte du boucher, révérend » demanda Clarara, en prenant un chiffon pour essuyer les tableaux. « Ce n'est pas le boucher, siffla Croft. Il lui attrapa le bras, une violation flagrante du protocole, et la tira vers la porte. C'est le duc de Westphal. Le chiffon glissa des doigts de Clarara. Il tomba sur le plancher en bois avec un bruit sourd et mat. L'air dans la pièce disparut. Ses poumons se bloquèrent. Pendant une fraction de seconde, l'armure lourde et cynique qu'elle portait se fissura, exposant la panique brute et désespérée en dessous. « C'est impossible, » dit Clarara. « Il goutte de la boue sur le tapis de ma femme, » répondit frénétiquement Croft. « Allez-y. » Clarara descendit l'escalier étroit et sombre. Ses jambes semblaient vides. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle essuya ses mains tachées de craie sur sa jupe de laine grise et grossière. Elle s'arrêta devant la porte du salon. Elle ferma les yeux, prit une longue et profonde inspiration et verrouilla impitoyablement ses émotions. Il l'avait laissé au loup. Il avait fait son choix. Elle ne le laisserait pas voir à quel point sa vie avait été détruite par cela. Elle ouvrit la porte. Henry Cavendish se tenait au centre de la pièce exiguë et lugubre. Le plafond était trop bas pour lui. L'espace était totalement inadéquat pour contenir sa présence. Il portait une lourde cape de voyage sombre, trempée aux épaules par le grésil. Ses bottes d'équitation étaient couvertes d'une épaisse couche de boue humide du Yorkshire. Il avait l'air épuisé. Les rides autour de ses yeux étaient plus profondes qu'auparavant. Mais quand il vit Clarara, toute sa posture changea. La tension quitta ses épaules, remplacée par une concentration soudaine et intense qui la cloua à l'embrasure de la porte. Il regarda sa robe grise et grossière. Il regarda les engelures rouges et rugueuses sur ses mains. Il regarda les creux sous ses pommettes. Un muscle de sa mâchoire se contracta violemment. « Laissez-nous » ordonna Henry sans quitter Clarara des yeux. Le révérend Croft, planant nerveusement dans le couloir, balbutia. « Votre grâce, il est très inconvenant qu'une jeune femme soit laissée sans chaperon avec. » Henry tourna la tête juste assez pour fixer Croft d'un regard de pure glace létale. « Fermez la porte, révérend, ou j'achèterai ce presbytère et je vous expulserai avant le coucher du soleil. » La porte se referma instantanément. Ils étaient seuls. Le seul son était le crépitement du maigre feu dans l'âtre et le grésil qui fouettait la vitre. Clarara se tenait droite. Elle croisa les mains devant elle. « Votre grâce, à quoi devons-nous l'honneur de cette visite? Y a-t-il des marécages dans le Yorkshire sur lesquels vous souhaitez un avis ?» Sa voix était froide, moqueuse. C'était un bouclier, et ils le savaient tous les deux. Henry combla la distance entre eux en 3 longues enjambées. Il ne s'arrêta qu'à quelques centimètres d'elle.
L'odeur de pluie, de cuir et de chevaux l'entoura, submergeant l'odeur humide et moisie du presbytère. « Je suis allé à Londres, dit Henry. Sa voix était rauque, grinçant comme une charnière rouillée. « J'en suis consciente, répondit Clarara, gardant les yeux fixés sur le fermoir en argent de sa cape. Ma tante a été remarquablement minutieuse en communiquant votre départ. A-t-elle communiqué pourquoi? Elle a supposé que je vous avais insulté. J'ai supposé que vous aviez réalisé que la stabilité financière de mon oncle reposait entièrement sur votre investissement, et que vous vous étiez sagement retiré d'une situation parasitaire. Je me suis retiré, dit Henry, son ton s'assombrissant. Parce que votre oncle a approché mon avocat le matin après la partie de cartes. Il a tenté de rédiger un contrat pour l'investissement du canal avec une clause secondaire impliquant un règlement de dot substantiel pour vous, payable par mois si je souhaitais continuer à profiter de votre compagnie. Le souffle de Clarara se coupa. Le sang quitta complètement son visage. La pièce tangua dangereusement. Son oncle avait essayé de la vendre. Pas en mariage, en mécénat. Il avait essayé de la transformer en maîtresse entretenue du duc en échange d'un canal. La dégradation pure et répugnante de la chose lui souleva l'estomac. Henry tendit la main. Il prit ses mains nues, marquées par les engelures, dans ses grandes mains chaudes. Il ne recula pas devant la rugosité de sa peau. Il les serra fort, l'ancrant. « Je savais, » continua doucement Henry, « que si je rejetais le contrat, tout en restant dans le comté, Danvers s'en prendrait à vous, pour son humiliation. Je savais que si je restais, je le tuerais probablement. Alors, je suis parti. Je suis allé à Londres pour démanteler systématiquement son crédit. » Clarara le regarda, choqué. « Vous avez démantelé son crédit? Je suis un duc, Clarara. Je possède la moitié des banques auprès desquelles il emprunte. J'ai exigé le remboursement de ses prêts. J'ai racheté ses dettes. Il est actuellement en train de liquider ses chevaux de carrosse pour payer son tailleur. Il m'a fallu 2 mois pour m'assurer qu'il n'aurait plus jamais le pouvoir financier de contrôler un autre être humain. Et puis j'ai dû vous trouver. » Il s'approcha. La chaleur qui émanait de lui traversa l'humidité glaciale de la pièce. « Il m'a fallu 3 semaines pour vous retrouver dans cette vallée maudite, » murmura Henry, ses yeux scrutant son visage. « Je pensais que vous étiez en sécurité. Je pensais qu'il vous avait envoyé à un poste décent, si j'avais su. » Il baissa les yeux sur ses mains à nouveau, son pouce caressant doucement une jointure rouge et vive. « J'aurais brûlé la maison de Danvers jusqu'aux fondations. » Clarara le fixa. Les murs qu'elle avait construits au cours des 3 dernières années, la neutralité prudente et silencieuse, l'acceptation cynique de sa propre inutilité, tout se brisait. « Pourquoi ?» demanda Clarara. Sa voix se brisa. C'était un son humain et fragile. « Pourquoi feriez-vous tout cela? Je suis une personne à charge. Je ne suis personne. Vous êtes la seule personne qui regarde mes comptes et me dit la vérité, » dit Henry avec ferveur. Il lâcha ses mains et encadra son visage, ses pouces reposant sur ses pommettes. « Vous vous êtes tenu dans une pièce pleine d'hommes puissants qui pouvaient vous détruire, et vous leur avez dit qu'ils avaient tort. Vous vous êtes tenu dans la boue, et vous vous êtes disputé avec moi à propos de pompes à vapeur. Vous avez refusé d'être acheté. » Il se pencha, son front reposant contre le sien. « Je passe ma vie entouré de gens qui veulent un morceau de moi, » murmura Henry. « Je ne veux pas d'une femme qui me flatte. Je ne veux pas d'une compagne qui me craint. Je veux une partenaire qui signalera les failles dans mes mathématiques. Je veux une femme qui n'a pas peur de la boue. » Il recula juste assez pour la regarder dans les yeux. L'épuisement était toujours là, mais en dessous brûlait une dévotion féroce et inflexible. « Épouse-moi, Clarara, » ordonna Henry. Ce n'était pas une demande. C'était une certitude absolue. « Fais ta mal. Quitte cet endroit misérable. Reviens à l'abbaye de Westfall avec moi. Aide-moi à gérer le domaine. Aide-moi à équilibrer les comptes. Sois ma duchesse. » Clarara regarda l'homme qui se tenait devant elle. Il n'était pas un sauveur sur un cheval blanc. C'était un homme impitoyable et fatigué, portant le poids de milliers de vies, lui demandant de l'aider à le porter. Il ne lui offrait pas un conte de fées. Il lui offrait le pouvoir. Il lui offrait une voix. Elle regarda ses bottes boueuses. Elle regarda son visage tendu et attendant. Clarara sourit. Ce n'était pas un sourire poli et dépendant. C'était un sourire vif, brillant et entièrement authentique, qui atteignit ses yeux. « Votre taux de dépréciation sur les pompes du Nord est encore trop agressif, Henry, » dit doucement Clarara.
Henry laissa échapper un souffle qui ressemblait à un rire rauque. Il la serra contre sa poitrine, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Alors tu devras le corriger, Clara. Tu devras tout corriger. » Le vent hurlait contre les fenêtres du presbytère, faisant vibrer les fines vitres. À l'intérieur, le feu continuait de lutter contre l'humidité. Mais alors que Clara enlaçait le duc de Westphal, debout au centre de sa réalité sombre et misérable, elle réalisa qu'elle avait enfin, merveilleusement, chaud. Le silence avait été rompu, et elle ne serait plus jamais forcée de se taire. Le parcours de Clara, de dépendante silencieuse à duchesse de Westphal, prouve que le vrai pouvoir ne réside pas dans un titre. Il réside dans le courage de dire la vérité, quand le monde entier exige votre silence. Henry ne voulait pas d'un ornement soumis. Il avait besoin d'une partenaire prête à se tenir dans la boue et à se battre pour ce qui comptait. Si vous avez aimé cette histoire de résilience, d'esprit vif et de transgression des règles de la société, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les héroïnes courageuses. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus de drames historiques riches en émotions. À la prochaine fois.